Voilà, on vient donc de parcourir avec Marie Tenda les cahiers d'actualité de cette semaine. C'est les faits marquants de l'actualité africaine de cette semaine. Et l'un des gros faits de l'actualité, c'est justement cette arrestation de Maxence Aklombesi, chef de cabinet du président Ali Bongo Ondimba, du côté de la France. Il a été relâché quelques heures après, mais ça fait un tollé du côté de Libreville. Il y a des gens qui ont été scandalisés par cette arrestation-là. Notons qu'il est accusé par la justice française de corruption notamment. Et des gens disaient que l'époque de la colonisation est finie. Oui, il y a d'une part ce tollé-là auquel vous faites allusion, qui est normal, c'est-à-dire certains partisans d'Ali Bongo sont descendus à l'ambassade de France pour protester. Ça, c'est un comportement tout à fait normal. Mais le plus dur, le plus difficile, c'est le coup porté, n'est-ce pas, à l'endroit même du président Ali Bongo, parce que son directeur de cabinet n'est pas quelqu'un qui est accepté au Gabon, c'est quelqu'un qui l'a imposé dans son dispositif fonctionnel. Parce qu'on l'a écouté dans le reportage de Marie Tenda, il est d'origine béninoise, naturalisé gabonais. Ce sont des gens dont le président Ali Bongo s'est entouré parce qu'il a besoin d'efficacité. Ça ne veut pas dire qu'on ne trouve pas de personnes efficaces chez lui, mais c'est quelqu'un sur qui il repose entièrement dans son dispositif fonctionnel. Alors, cette personnalité-là, comme ce n'est pas complètement aimé des Gabonais, bon, il est là, encore ce coup dur, n'est-ce pas? Vous savez, le marché que la présidente du Gabon a passé avec une entreprise française ne pouvait pas ne pas être connu du chef de l'État. Bon, qu'il ait pris les pots de vin ou alors qu'on ait viré de l'argent dans une société qui lui appartient et qui a pignon sur rue au Bénin, ça encore, ça ne va pas arranger ces choses. Donc, que ces manifestations, n'est-ce pas, de protestation qui sont tout à fait normales, mais ce qu'il faut surtout craindre, c'est que Ali Bongo n'a pas de lendemain meilleur Justement, je voulais en parler parce que depuis quelque temps, on n'a pas, depuis l'apparition d'ailleurs du livre de Pierre Péan qui remet en cause la nationalité gabonaise du président Bongo, vous pensez quoi? Que c'est cette cabale, cette tentative de déstabilisation qui continue? Mais c'était des actes, je ne pense pas que ce soit cela, mais c'est déjà des actes qui avaient été posés sans que toutefois on mesure les conséquences. Parce que figurez-vous, lorsque les marchés ont été passés, sa nationalité n'y était pour rien. Lorsque les marchés étaient passés pour la fourniture d'un certain nombre d'équipements au Gabon, la nationalité n'y était pour rien, le livre de Père Péan n'y était absolument pour rien, mais c'est un élément dont on n'avait pas prévu les conséquences, mais qui vient là comme un cheveu dans la soupe, venir envenimer une situation déjà qui n'était pas claire. Passons au Burundi, Xavier Messé. Cette semaine, le Burundi a eu pratiquement le numéro 2 du régime qui a été victime donc, de cet attentat à la roquette. Sa voiture a été prise à partie par des assaillants armés, lourdement armés, il faut dire, et il en est mort. C'est le début du commencement? Le commencement tumultueux a commencé avec la protestation, n'est-ce pas, de ce troisième mandat. Il faut dire que l'Occident, nous l'avons déjà dit sur ce plateau, a contribué à envenimer la situation au Burundi par une communication qui n'était pas des plus indiquées. C'est-à-dire que les Occidentaux avaient choisi l'angle qu'il fallait face à ce troisième mandat en escamotant des faits qui sont réels. C'est-à-dire il y a une situation sociologique au Burundi qu'on ne peut pas, même si on n'a pas le courage de prononcer les mots, c'est-à-dire il y a deux tribus, deux ethnies au Burundi qu'on retrouve au Rwanda et qui ont les mêmes réalités sociologiques. Donc on a tendance, parce qu'on ne veut pas mettre de l'huile dans le feu, on a tendance à ne pas prononcer les mots face à, n'est-ce pas, à cette situation. Il arrive, malheureusement, ou heureusement pour certains, que le président Nkurunziza est de la même ethnie que son bras droit qui vient d'être assassiné. Alors vous voyez, donc du coup, on va pointer du doigt l'autre ethnie, n'est-ce pas, celle-ci qui n'a pas voulu, n'est-ce pas, qui a organisé la communication relayée par l'Occident pour que le président Nkurunziza ne puisse pas présenter son troisième mandat. Alors maintenant, à dire que, n'est-ce pas, ceux qui ont provoqué cet assassinat du bras droit, le véritable bras droit, chargé de renseignement, c'est un général qui est non seulement il menait la sécurité, il a été l'organisateur, n'est-ce pas, de la pacification de tous ceux qui descendaient dans la rue, et en plus, il est le patron des renseignements. Donc, c'est vraiment le bras droit de Nkurunziza qui vient d'être frappé, et frappé de la manière la plus dure. Alors, maintenant, est-ce qu'on va aller regarder les assassins du côté de Nkurunziza? Non, pas du tout. On va regarder tout de suite les assassins de l'autre côté, c'est-à-dire de ceux qui se sont opposés
à son troisième mandat. Et ceux qui se sont opposés à son troisième mandat, la majorité n'est pas de son Alors, comme disait, raison oui, pour laquelle il faut en termes d'opposition au Burundi, on a par exemple Agathon Rwasa, qui était le principal leader d'opposition, qui allait s'installer à l'Assemblée nationale. Une décision qui a fortement été contestée par l'opposition burundaise. Et je ne sais pas si tout cet assassinat, par exemple, d'Adolphe Chibirimana a peut-être un trait avec cela, parce que dans la société civile, par exemple au Burundi, on conteste énormément le fait pour Agathon Rwasa d'aller s'asseoir à l'Assemblée, alors qu'à la veille de la publication des résultats, il a fortement contesté cela. Donc aujourd'hui, dîner sur la même table que le parti au pouvoir serait une sorte de trahison, et donc soulèvement total au Burundi. Mais on le dira toujours sur ce plateau, on l'a toujours dit, en politique, il n'y a que des intérêts. Ça vient aujourd'hui que le général Adolphe Chibirimana n'est plus là. Est-ce que le président Nkurunziza va s'en retrouver affaibli? C'était quand même un élément essentiel dans son dispositif. Oui, Nkurunziza, c'est l'homme de combat. Vous savez, il est resté longtemps dans le maquis où il a peaufiné des multiples formes de défense. Il a eu ce courage qu'on peut taxer de bon ou de mauvais, mais ce courage de faire face à l'opinion internationale. Et vous savez, c'est quelqu'un qui contrôle l'appareil sécuritaire de son pays, mais n'empêche, il y a toujours, n'est-ce pas, des personnes qui peuvent sortir de cet environnement pour pouvoir frapper des coups forts. Mais toujours est-il que c'est quelqu'un qui, c'est pas un enfant de cœur. Il a mené des combats pendant pratiquement 5 ans dans le maquis face à une armée régulière du Burundi, jusqu'à ce qu'il a amené cette armée à composer avec lui. Maintenant qu'il est aux affaires, il connaît cette armée, il connaît les hommes. Il y a quand même à penser que ce n'est pas demain qu'il va baisser les bras. Alors maintenant, je m'adresse à Xavier le prophète, et on est habitué à vos prémonitions. Xavier, terminera-t-il ce mandat ou pas, Nkurunziza, en 2 secondes? Il y a de fortes chances qu'il termine ce mandat. Voilà, j'ai appris à me fier à vos prédictions. Sortons de ces cas d'actualité très rapidement en évoquant en 2 secondes la lutte contre la secte islamiste Boko Haram qu'a engagé le président Mohamed Bouhari, qui vient de libérer 178 otages. Vous pensez que là, il tient le bon bout, que c'est le, comme on dit chez les anglophones, the right man and the right place? Quand il menait sa campagne électorale, il avait dit, ma première mission, mon premier engagement, c'est de terminer avec la secte Boko Haram. Et il est passé aux actes. Il est passé aux actes d'abord en faisant la revue des troupes. Oui. Il a réorganisé son armée. Il a placé des gens qu'il faut là où il faut. Il a accepté que la forte multinationale s'installe, prenne ses racines, n'est-ce pas, à partir de N'Djamena. Il en a nommé le commandant. Et en nommant un de ses bras droits, n'est-ce pas, à la tête de cette forte multinationale. Et on a vu les actes que l'armée, n'est-ce pas, du Nigeria, qui était restée un tout petit peu absente du combat, n'est-ce pas, contre Boko Haram, cette armée a repris les choses en main. L'armée de l'air frappe des positions de Boko Haram, qui est aujourd'hui complètement disséminée. Le fait qu'il ait retrouvé, n'est-ce pas, des otages qu'on a libérés, c'est un des signes très très forts que Bouhari va passer des paroles aux actes. Merci Xavier, merci Romaric Tenda. On se retrouve vendredi prochain. Certainement. La dernière, on la passera tout en fait, ce sera festif. Donc, essentiellement, et je vous promets dans le cahier d'actualité qu'on sortira par des très très belles notes. Très très belles notes. Environ 2 ou 3 que j'ai bien concoctées. Voilà, merci. À vendredi prochain. On va passer tout de suite, on va enchaîner dans cette deuxième partie, dans cette première partie autant pour moi, en accueillant tout de suite et en libérant Romaric, en accueillant tout de suite l'invité de cette édition qui sera face à Xavier, le docteur Guy Parfait Songué. Docteur Songué, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être sur notre plateau. Allons le saluer. Bonsoir. Bonjour Guy. Sois le bienvenu. Merci. On va se faire ça tout à l'heure. Bon. Docteur Guy Parfait Songué, bonsoir. Bonsoir. Alors, comment vous présentez à nos téléspectateurs? Vous avez un CV qui a 12 pages, écrit encore 11. Ça veut dire que si vous l'aviez écrit normalement, on aurait un petit livre. Résumons en disant que vous êtes enseignant, politologue. Quand on préparait l'émission, certains nous ont dit enseignant rebelle, mais bon, je préfère ne pas relever là-dessus. Enseignant, vous avez une multitude de titres honorifiques. Vous êtes par exemple le sénateur honorifique de l'État de Louisiane aux États-Unis, mais vous êtes surtout coach en développement personnel et c'est l'une des casquettes pour lesquelles on vous a invité sur ce plateau à la faveur de l'apparition il y a quelques jours seulement de votre nouvel ouvrage, et celui-ci il est audio, Vie affective et performance socio-professionnelle. Mais comme nous on ne savait pas très bien ce que c'est qu'un coach de développement personnel,
Avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet, nous sommes allés dans les rues de la capitale de votre pays, le Cameroun, pour demander aux Camerounais ce que c'est qu'un coach de développement personnel. Écoutez les réponses. Personnel. Bon, un coach de développement personnel, d'après moi, c'est quelqu'un qui aide les autres à découvrir ce qui est caché en eux. Parce que chaque être humain a des potentialités qu'il n'arrive pas souvent à exploiter. Et certains d'entre nous se spécialisent, qui vont dans certaines écoles, apprennent certaines connaissances et permettent à d'autres de découvrir des choses cachées en eux. Et c'est comme ça qu'on découvre certains génies qui étaient cachés en nous. Coach en développement personnel, ça veut dire que quelqu'un qui vous aide peut-être à vous développer, ou bien à développer certains peut-être caractères, ou bien certains talents en vous pour mieux peut-être vous épanouir dans la société, ou bien pour mieux peut-être, ou bien pour vous orienter dans peut-être ce que vous ignorez. Un coach de développement personnel, pour moi, c'est un modèle, c'est-à-dire la personne qui m'inspire. Oui. Je prends mes résolutions par rapport à ce modèle-là, par rapport à ce qu'il fait de bien, par rapport à ce qu'il m'inspire, par rapport à ses qualités positives et tout. Un coach de développement personnel est comme une personnalité qui peut gérer des structures ou bien une société ou bien une entreprise qui a une ou moins plusieurs têtes. Un coach de développement personnel, c'est celui-là qui apporte du nouveau pour le changement, le développement d'un pays. Pour vous, c'est quoi un coach de développement personnel? Hein? Un coach de développement personnel. Un coach de développement personnel, le mot coach est étranger pour moi. J'ai dit que je ne connaissais rien, aucune idée. Je n'ai aucune idée. Je ne maîtrisais rien, aucune idée. Un coach, bon, c'est quelqu'un qui dirige une équipe de football en général. Donc celui, on peut dire le président. Donc lorsque il fait ça mal, tous les joueurs ne peuvent pas aussi bien jouer. Donc c'est à lui ça peut revenir la faute puisque c'est lui qui a la tête de diriger. Donc il est comme le président d'une équipe de football. Et pour vous, c'est quoi un coach de développement personnel? Un coach de développement personnel, alors là vraiment je n'en ai aucune idée puisque je croyais que vous parlez dans le cadre du football en général. Le coach de développement personnel pour moi c'est toute personne qui peut accompagner une initiative de développement en grandeur avec des actions palpables sur le terrain. Hein? Un coach de développement personnel. Le coach de développement Personnel, oui. Je n'ai pas une très grande idée. On me dit que c'est juste en fait une façon de s'adonner pour atteindre ses propres objectifs. Donc tu t'adonnes dans tes projets, dans tout ce que tu peux entreprendre comme initiative. Tu t'adonnes pour atteindre l'objectif là. Parce que tout le monde a quand même ses objectifs dans la vie. Le coach, un responsable d'une structure, qui peut être responsable directeur, un PDG. Il peut être le coach, c'est un coach de responsable personnel. Voilà, le docteur Guy Parfait Songaé, donc politologue, il est président de la fondation Change and Moves et il est l'auteur de Vie affective et performance socio-professionnelle. Il est coach de développement personnel et ce soir, il est face à Xavier. Bonsoir Guy Parfait Songaé. Bonsoir Monsieur Xavier Messé. On ne sait pas toujours comment vous situez, comment vous qualifiez. Vous êtes politologue? Oui, je suis docteur en sciences politiques depuis septembre 2005. Ça fait 10 ans maintenant. Vous êtes enseignant aussi? Oui, enseignant-chercheur. Alors vous avez écrit quelque chose qui ressemble soit à une ode, soit à un poème, soit à un hymne. Vous avez dit « J'ai vu la pauvreté ». J'ai vu la pauvreté. Et d'une manière poétique, vous décrivez ce que vous avez vu. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez vu des femmes nues, vous avez vu des enfants malheureux, vous avez vu des hommes qui vendaient leurs enfants, vous avez vu des femmes qui se prostituaient pour vivre. Qu'est-ce que ça voulait dire ça? Vous avez vu ça où? Disons qu'en observant, à force de marcher, à force de dialoguer, à force de collaborer avec les populations de tout type, j'ai vu la misère sous des formes que beaucoup ne pourraient pas reconnaître. Je crois que ce texte date de 10 ans, ça doit être il y a 10 ans ou un peu avant. J'ai observé la société comme tout observateur social et j'ai constaté jusqu'à quel point la misère était déjà en train de ramper et d'envahir non seulement les esprits, les individus, leur mode de pensée, leur forme de langage, les représentations, les mises en scène, les pratiques. C'est un cri de douleur, c'est un cri de dénonciation.
J'avais oublié cet article. Alors, lorsque vous avez écrit cet article, vous dites qu'il y a 10 ans, l'iconographie qui accompagne ce texte n'est pas tirée de l'endroit que vous décrivez. On voit des immeubles scintillants, on voit des grands hôtels 5 étoiles dans la ville. C'est la misère toujours? Non, cette misère est tirée de ce que j'ai vu au Cameroun. C'est-à-dire? Dans les rues camerounaises, j'ai quand même déjà fait 2 fois le tour du Cameroun et j'ai vu la misère de façon extraordinaire. En fait, l'individu a perdu ce qu'il a d'authentique, ce qu'il a de particulier. Et je vais me dire là-dedans, a perdu ce qui devrait le caractériser d'abord, c'est-à-dire la dignité. Aujourd'hui, même si vous avez des gens qui ont fait de hautes études, beaucoup ont du mal à être dignes, beaucoup ont du mal à être humains. Parce que je m'intéresse à l'être humain pour ce qu'il a d'humain. La capacité à l'empathie et la capacité à la sympathie. L'empathie, la capacité à se mettre à la place d'autrui, la sympathie, pathos, souffrir avec. Quand je ne vois pas ces choses chez un être humain, je me demande s'il est toujours humain. Alors, je disais tout à l'heure, Guy Parfait Songué, en commençant cet entretien, je disais qu'on a de la peine à vous cerner. Vous êtes sociologue, vous êtes politologue, vous êtes chercheur, vous êtes aussi directeur général d'une entreprise que vous avez créée, Lien. Alors, oui. Quand on vous classe, vous aimeriez qu'on dise que vous êtes quoi? Tout ça à la fois? Ce n'est pas de ma faute. C'est juste que nous sommes dans une société qui veut que les êtres humains soient monovalents. On fasse tout à la fois. Non. Et puis quand on embrasse tout, est-ce que vous réussissez quand vous embrassez tout? Jusqu'ici, je suis une expression de réussite, pas d'échec. Lorsque vous êtes sur un plateau comme celui-ci, vous aimeriez qu'on vous présente sous quelle étiquette? Chercheur, directeur général des liens? Ça dépend toujours des casquettes que j'ai. Mais vous êtes à l'aise dans quelle casquette? Qu'est-ce qu'on vous porte? Je crois que ce qui me passionne le plus, c'est l'enseignement, au-delà de toute considération, parce que c'est l'un des éléments qui sert le plus de levier pour transformer la société. Je suis de la culture de la transformation et l'enseignement est ce qui me passionne le plus. L'enseignement, ça ne vous a pas facilité les choses. Vous avez beaucoup de difficultés pour rester enseignant, pour être qualifié comme enseignant, pour être reconnu comme enseignant. Vous avez des difficultés à Douala, à l'université, où vous avez postulé. On n'a pas reconnu tout de suite vos diplômes. Disons que ça ne s'est pas passé comme ça. Ferme les portes que vous aimez. Je suis enseignant. Je n'ai pas eu de problème à être recruté. Ça, je n'ai pas eu ce problème-là. Puisque j'ai été recruté officiellement, c'était le 10 juillet. En fait, il y a eu le conseil, le CCRA, du 5 juillet et le 10 juillet 2007. Et c'est même dans le cadre de l'université que j'ai reçu toutes les décorations. J'en ai 7 au total. Mais c'est quand il a fallu changer de grade que l'adversité a apparu. Bon. Lorsque les responsables... Le comité consultatif de l'université de Douala réclame votre licence, votre master obtenu peut-être dans une université d'Europe centrale. Ce n'est pas des difficultés qu'on vous oppose. Pourquoi on a fait tout ça? Disons pour la simple, je n'aime pas utiliser cette expression qu'on me déteste parce que de toute façon, je ne m'en fais pas une représentation déjà. Je crois qu'on est dans un environnement dans lequel il y a un certain nombre de normes, de principes, de règles qui ont vocation à contrôler l'individu. Lorsqu'on a un individu qui n'arrive pas à entrer dans un bocal, il faut le briser. Je ne suis pas seul. J'ai pas mal de collègues ici qui ont les mêmes difficultés. Sauf que peut-être mon cas est le plus spectaculaire, parce que quand même c'est l'un des cas les plus spectaculaires qu'on ait. Je ne sais pas si on a eu autant à saboter un enseignant à l'université au Cameroun. Mais je suis toujours enseignant à l'université de Douala, ça n'a pas changé. Malgré tous ces sabotages. On ne vous déroule pas toujours le tapis rouge, on vous déteste peut-être, même si vous ne l'avouez pas. Un jour, le 13 mai, sur le plateau de scène de presse à la CART TV, c'est du jamais vu, on vous demande de vous lever. Oui, il y avait un ministre à l'époque qui avait appelé. Je ne voyais pas où était le danger dans la thématique, mais il avait appelé pour dire qu'il ne faut pas que je fasse émission. Pourquoi il avait fait ça? Je ne suis pas dans le secret de ces gens. Je n'ai pas vu... Pour un simple sujet de relations internationales, pourquoi il avait peur que j'intervienne, ça ne concernait même pas la politique nationale. Je sais, comme a déjà dit ça plusieurs fois, vraiment tu es très utile, vraiment tu es pertinent, mais tu n'es pas contrôlable. Moi, je ne comprends pas. Hein. On veut fabriquer des intellectuels contrôlables. Je crois que ça ne va pas avec. Bon, ils ont quelques examens préliminaires qu'ils ont établis comme ça depuis très longtemps. Il faut répondre à quelques préconditions. Il appartient à quel clan, quel est son parrain, il est de quel parti politique, il est dans quel secte. Bon, j'ai échoué à tous ces examens, donc bon, c'est pas de ma faute. Alors, Guy Parfait Songué, en essayant de rencontrer quelques personnalités qui vous connaissent dans le monde universitaire, on a rencontré un enseignant en lui demandant qu'est-ce qu'il pense de vous. Il a prononcé exactement cette phrase qui est tirée de quelque part. Il a dit « C'est un intellectuel brut dont l'inspiration gêne parfois l'érudition ». Qu'est-ce que ça veut dire ça? Je crois que ce serait même à lui d'expliquer. Bon. Un intellectuel, c'est un individu qui, de par ses capacités, est capable d'analyser un environnement, de faire des interprétations et de proposer des solutions. Et en fait, pour être un intellectuel, on n'a même pas besoin du bac. Il se trouve que notre système fabrique
des diplômés au lieu de fabriquer des intellectuels, ce qui me pose un problème personnellement. Et il est géré majoritairement, c'est pas méchant, c'est une constatation, par des répétiteurs, au lieu qu'il soit géré par des intellectuels. Vous savez, l'université est un lieu d'invention, c'est le milieu dans lequel on pense le développement et c'est le milieu dans lequel on évalue le développement. Or, ça ne fonctionne pas comme ça chez nous. Ça fait que tous ceux qui ont du génie étouffent mécaniquement. Je vais prendre quelque chose qui me vient à l'esprit. Un de mes collègues qui est psychopathologue, en 2006, m'aborde en pleine cours à l'université et me demande « Qui vous a formé ?» Je lui dis « Je ne comprends pas. Mes enseignants étaient canadiens, hongrois pour certains, français, belges. » Il dit « Parce que quand on vous regarde, on sent que vous avez échappé au moule. » Donc il y a un moule qui fabrique un certain type d'universitaires qui sont des gars censés être dociles. Bon, je n'ai pas compris la notion de docilité. Alors, vous avez contribué à l'évaluation du système éducatif camerounais. Qu'est-ce que vous avez trouvé dans un colloque auquel vous avez pris activement part? Le système éducatif camerounais, c'est ça qui vous rejette ou bien il n'est pas performant? Il fait simplement des diplômés, mais pas des érudits. Il se trouve que le système éducatif camerounais ne répond pas d'abord à des questions élémentaires. Et je vais le poser autrement. Le chef de l'État au Cameroun a eu la très bonne idée de poser une question lors d'un discours. Il a dit « Quel Cameroun voulons-nous pour nos enfants ?» Mais en fait, pour valider cette question qui est légitime, il faudrait avoir répondu à celle de savoir quels enfants voulons-nous pour notre Cameroun. C'est-à-dire, quelle est la philosophie du développement, quelle est l'idéologie du développement, quelle est la vision du développement qui fonde une philosophie de l'école. En d'autres termes, quelles sont les institutions, les structures, les modalités, les organes qui permettent de fabriquer le type d'enfant qu'on veut, qui eux matérialiseraient le Cameroun qu'on a défini. On peut même simplifier la question en une phrase. Où allons-nous? Au Cameroun, on n'a pas répondu à cette question. Résultat, on a un système éducatif qui souffre d'infinités multiples de tard et de retard. Et il est inadapté aux besoins réels d'un pays qui est censé vouloir se développer. Je vais finir en disant ceci. L'une des preuves les plus marquantes qu'on n'a pas compris ce qu'il faut faire, c'est que partout où on veut fonder le développement, on refonde le système éducatif.